on peut déjà parler de cette finale. Ah oui. Est-ce que c'est la pire finale de l'histoire des Coupes du Monde, Maxime? Ouais, alors on n'en est pas loin. Moi, j'ai 2 finales qui pourraient à peu près l'égaler. La finale 1990 entre la RFA et l'Argentine, tiens donc, et la finale 1994, déjà aux États-Unis, entre le Brésil et l'Italie. Mais je pense que celle-ci, elle tiendra une place particulière parce que Brésil-Italie, il y avait tout pour plaire. Une Italie qui était une équipe qui était survivante, qui était réussie à se hisser en finale grâce à Roberto Baggio. Et en face, le Brésil qui était quand même non plus le Brésil flamboyant, puisqu'il était nul, le Brésil de Dunga. Coupe du Monde assez sympa et une finale sans but. Mais pas pour autant qu'on n'avait rien vu. C'était une Coupe du Monde quand même. Il y avait eu quand même 2-3 occasions dans cette finale. Ça s'est terminé au tir au but. C'était la première fois de l'histoire. Baggio avait raté, souvenez-vous. Le Brésil l'avait emporté. Et 1990, pourquoi? Parce que là, pareil, c'est une Argentine un peu survivante qui ressemble un peu à cette Argentine-là. C'est Maradona. L'Argentine est championne du monde en titre. Et en face, il y a la RFA qui est ultra favorite. Et en fait, les Argentins vont terminer à 9. C'est les 2 premières fois que des joueurs sont expulsés en finale. Sur un penalty un peu bidon obtenu par Rudi Völler à la 84e minute. Donc, ce n'est pas une belle finale. Et le vainqueur, la RFA, avait mérité mieux au vu de sa Coupe du Monde, mais avait raté sa finale. Ce qui n'est finalement pas le cas de l'Espagne qui a fait le job et qui n'a pas dévié de sa trajectoire. Donc, j'ai du mal à classer, mais je la mets quand même dans. Ouais, elle est entre les 3, je la mets dans on va dire deuxième pire finale de la Coupe du Monde, derrière peut-être le RFA Argentine de 90. Ouais, en fait, le problème, c'est aussi que c'est pas la faute de l'Espagne si cette finale a été aussi poussive. C'est surtout la faute de l'Argentine qui avait ce plan de jeu minimaliste et finalement irréaliste. Donc c'est dur de pénaliser l'Espagne. Le problème, c'est que l'Argentine, elle s'est attachée à ce scénario un peu. Il aurait pu y avoir un scénario de fou, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment, on s'est dit, ça se trouve, l'Argentine va le faire, ça va être le plus gros hold-up de l'histoire des finales de la Coupe du Monde, et là, on s'en souviendrait. Moi, cette finale est un petit peu dans la lignée de cette Coupe du Monde, je trouve. C'est pas que j'aurais zappé vite, mais j'ai pas des trucs qui vont me rester pour l'éternité. Même avec une équipe de France qui arrive en demi-finale, même avec une belle équipe d'Espagne qui est sacrée, même avec un dernier carré, on l'avait dit, qui était quand même XXL avec les 4 têtes de série, entre guillemets. Il y a eu des moments, ok, Cap-Vert-Argentine. Effectivement, le parcours argentin, peut-être qu'on s'en souviendra de par le soufre qu'il a pu amener, mais aussi l'énergie et les miracles engendrés. Mais sinon, c'est une finale un petit peu dans la lignée de cette Coupe du Monde à mes yeux. Ouais, c'est une Coupe du Monde que je qualifierais de. Ah, c'est une Coupe du Monde, c'est toujours moi, c'est tous les 4 ans, c'est mon bonbon. J'allais dire, c'est ce pourquoi je vis toujours et que j'adore le football. Vrai que c'est différent. Mais on n'a pas, par exemple, on n'a pas un match qu'on aura envie de regarder dans 25 ans, 30 ans. Il y a le Mexique-Angleterre qui est plutôt pas mal, mais il n'y a pas de match de légende. Je pense que l'intérêt de cette Coupe du Monde, c'est aussi dilué par le nombre de matchs, par le nombre d'équipes. Moi, si j'ai vu 60% des matchs, c'est bien un maximum, parce que en pleine nuit, c'est compliqué. Mais j'ai envie de dire, même elle aurait été en pleine journée, je ne vois pas comment j'aurais pu voir les 104 matchs. Et justement, je trouve que ça dilue un peu l'intérêt et le côté précieux de certains matchs de Coupe du Monde. Je trouvais qu'à 32, c'était un bon équilibre. 24, c'était peut-être pas assez. 32, c'est très bien. Alors, je sais qu'il y avait des problèmes de répartition entre continents. Il y avait qu'à récompenser des continents qui performaient peut-être plus à la Coupe du Monde précédente. Il n'y avait que 5 Africains, ce n'était pas assez. Peut-être offrir 1 ou 2 places de plus aux Africains. Peut-être en retirer une de temps en temps à l'Europe, ces choses-là. Mais ça restera une bonne Coupe du Monde avec une finale vraiment pas terrible. Après, c'est vrai que quand on la compare à la finale 2022, on se dit, c'est un vertige. Mais en fait, cette Coupe du Monde a beaucoup plus ressemblé à une finale. Cette finale de Coupe du Monde a beaucoup plus ressemblé à une vraie finale de Coupe du Monde, c'est-à-dire quelque chose de fermé, quelque chose qui se joue au couteau. La première finale de l'Espagne en 2010, c'est une finale au couteau aussi. Vous souvenez-vous, qu'est-ce qu'on se rappelle de cette finale-là? Le but d'Iniesta, évidemment. L'attentat de De Jong sur Xabi Alonso, il me semble, en première période. Et évidemment, quand même, ce qui n'a pas existé côté argentin, c'est le duel Robben-Casillas, où là, les Pays-Bas peuvent réussir à gagner cette Coupe du Monde si Robben marque ce but. Là, on n'a même pas eu ça. C'est-à-dire qu'on a retenu les attentats, on a retenu Ferran Torres, et côté argentin, c'est ça qui a manqué. C'est vraiment le zéro ambition argentine qui me dérange sur cette finale.
plein de réponses très intéressantes dans vos commentaires. Tony qui nous dit la réalisation était médiocre à cause de stades pas adaptés et les pelouses pourries. C'est vrai qu'on ne va pas retenir ça, mais dans le bilan à l'heure de faire cette Coupe du Monde, c'est sûr que même la réalisation, il y a eu des moments où on voyait mal les matchs de foot, et ça, c'est un vrai problème. Il y a un truc dont on risque de se souvenir, et c'est vrai que ça, pour le coup, c'est pas tellement lié au jeu, mais un petit peu l'ambiance complotiste qu'on a eu dans ce mondial, et évidemment le grand basculement de la FIFA, parce que Gianni Infantino ait des accointances avec le pays organisateur, je veux dire, c'est quand même un président de la FIFA qui avait été habité au Qatar. C'était du jamais vu, et Philippe Auclair l'avait très bien démontré dans un article chez nous. Donc, que ça existe, ok, mais ça n'avait pas eu une incidence démesurée sur le sportif. Là, on a mis le doigt dans un engrenage avec cette histoire de carton rouge pour Balogun, qui peut faire date. Et peut-être que dans 80 ans, on se dira c'était une Coupe du Monde quand même où il y a eu des vrais problèmes. Donc, j'espère qu'on ne retiendra pas ça, ou en tout cas, j'espère que la FIFA tournera vite cette page-là et ne se soumettra plus aux desiderata des pays organisateurs et a fortiori des présidents organisateurs. Mais c'est quelque chose qu'on doit retenir de ce mondial, parce que pour la première fois, la FIFA s'est couchée face à une puissance étrangère, et la FIFA n'a pas été garante de l'équité des chances en sport. Et ça, à mon sens, c'est un vrai gros problème pour l'avenir de ce sport. Quand il y a eu cette histoire Balogun, j'ai tout de suite, moi, pensé, alors j'étais pas né, mais pour avoir écrit dessus et connaître un petit peu l'histoire de la Coupe du Monde, à la Coupe du Monde 1934. C'est-à-dire c'est une Coupe du Monde qui est un peu pourrie par les fascistes, par Mussolini, avec le choix des arbitres et avec un seul but. Il fallait que l'Italie gagne cette Coupe du Monde. C'était comme ça, c'était écrit. Or, la Coupe du Monde, en fait, moi j'ai aussi une théorie là-dessus, pour en avoir couvert quelques-unes et en avoir suivi aussi d'autres. C'est qu'une Coupe du Monde prend souvent la couleur de son pays, d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est pour ça que moi j'aime les Coupes du Monde organisées dans un seul pays, parce qu'il y a parfois une atmosphère. Au Mexique, c'est une atmosphère de fête. Ça a souvent été des belles Coupes du Monde. En 90 en Italie, c'est une Coupe du Monde très fermée, très catenaccio, très défensive. Et si vous regardez, il y a toujours une atmosphère qui se répète et qui se retrouve. Cette Coupe du Monde en 2026 aux États-Unis, l'Amérique de Trump, c'est la Coupe du Monde de Trump. Voilà. Et ce qu'on a vu, ce qui s'est passé avec Balogun, c'est ce qui se passe, à dire, dans le monde réel avec Trump, la façon de gérer l'Amérique, ce qu'elle est devenue aujourd'hui sous cette présidence républicaine. Et finalement, alors, on devrait presque pas être surpris. On doit être déçu que la FIFA se soit couchée et qu'elle ait fait fi. Parce que, imagine, à un moment, j'y ai pensé. Je me suis dit, mais si jamais il décide que les États-Unis sont champions du monde, ça ne plaît pas, qu'est-ce qu'on fait? Si demain il dit, il avait appelé, alors il défend que son pays, parce que finalement ce qu'il a fait, c'est ce qu'il fait tous les jours dans l'économie, c'est-à-dire les droits de douane, etc. Il défend l'Amérique, parce qu'il se dit, mon équipe est en Coupe du Monde, elle est privée de son meilleur joueur. Mais imaginez que les États-Unis passent encore un tour, qu'il y ait une décision, une énorme erreur d'arbitrage à l'encontre des États-Unis. Qu'est-ce qui se serait passé s'il avait appelé? Il dit, ah mais là c'est pas possible. En fait, c'est vraiment, je trouve que c'est une Coupe du Monde, c'est l'air du temps, et la Coupe du Monde n'échappe jamais à l'air du temps. Ouais. Jupiter qui nous dit quelque chose de très vrai. On a eu Russie, Qatar, USA comme organisateurs. Ça va peut-être faire du bien en 2030 pour ça, c'est-à-dire qu'on va aller au Maroc avec des stades ultra modernes, et vous avez vu pendant la CAN à quel point ce pays était en train de changer de dimension au niveau mondial. Il y aura l'Espagne, et d'ailleurs je crois qu'il y a un combat plus ou moins entre le Maroc et l'Espagne pour savoir qui accueillera la finale. Il y aura le Portugal. Ça va être la fête du football pour tout le monde aussi, parce que on a parlé du cas Balogun, mais c'est aussi la continuation de tout ce qui s'est passé avant. On a quand même un arbitre officiel reconnu par la FIFA qui a été interdit de venir arbitrer un match de Coupe du Monde aux États-Unis. On a eu un nombre de supporters refoulés et qui ont été privés de visa. Et puis, voilà, c'est une Coupe du Monde aussi financièrement qui était très dure à assumer pour beaucoup de supporters. Donc, peut-être que 2030 va permettre de recréer un vrai esprit Coupe du Monde, une fête. Non pas que c'était forcément pas le cas en Russie ou au Qatar, et notamment au Qatar où voilà, les supporters qui avaient pu aller là-bas avaient dit que c'était très bien organisé, avec une bonne ambiance, bon enfant et tout, mais c'était pas des pays de football à la base. Et là, peut-être que 2030 sera un petit espoir pour sauver l'esprit Coupe du Monde. Voilà, on nous parle de l'Argentine de 78 avec Vidal. Oui, voilà, ça n'échappe jamais à l'air du temps. Et oui, tu as raison, le Argentine-Pérou, le fameux 6-0, il porte à caution aussi. Ce qui est marrant, parce que tu le dis, Russie, Qatar, États-Unis. Ce qui est drôle, en fait, le paradoxe, c'est que si Infantino est arrivé à la tête de la FIFA, si Blatter a sauté, c'est parce qu'il y a eu justement les attributions Russie
Qatar. Les États-Unis étaient persuadés d'organiser la Coupe du Monde 2018 ou 2022. Or, ils ont perdu et ils ont commencé à mettre le nez dedans. Souvenez-vous le FBI qui descend à Zurich, etc. Et finalement, la Coupe du Monde 2026 allait leur être attribuée de manière presque automatique parce que, voilà, ils avaient viré Blatter. C'était pas pour ne pas avoir la prochaine Coupe du Monde. Mais vu le résultat, on a l'impression en fait de s'être un peu enfoncé finalement. Et oui, en effet, en 2030, on aura donc les 3 pays, Espagne, Maroc, Portugal, plus peut-être ceux de l'Amérique du Sud parce que l'Uruguay, parce que centenaire de la Coupe du Monde. Mais en 2034, ce sera a priori, et même maintenant sûr quasiment, l'Arabie Saoudite. Donc voilà, on ne sort plus. En fait, c'est aussi ce qui est devenu la Coupe du Monde, c'est-à-dire un événement trop gros aujourd'hui pour souvent être assumé par des pays d'Europe de l'Ouest dont les populations n'ont pas forcément envie qu'ils investissent là-dedans. Mais, alors, je ne sais plus qui a dit ça, mais c'est un organisme français qui a proposé à ce que la Coupe du Monde 2038 revienne en France. Et on parlait de co-organisation France-Allemagne. Moi, je dis pourquoi pas, ce serait le centenaire de la première Coupe du Monde en France. Moi, je dis ça me va très bien, je signe tout de suite. Et c'est vrai qu'on va fermer aussi cette parenthèse qui avait été inaugurée avec la Coupe du Monde des clubs, avec ces pauses fraîcheurs, enfin cette américanisation du football qui nous allait pas trop, on va pas se mentir. Et d'ailleurs, le show de la mi-temps d'aujourd'hui le prouve bien. Enfin voilà, je crois que la mi-temps, elle était à 27 minutes finalement, 27 minutes. Au lieu de 15. On a eu des cartons en fait, donc je suis pas sûr que ça ait abîmé le jeu dans des proportions qu'on aurait pu imaginer. En revanche, ça a un petit peu changé parfois les dynamiques. Ça a permis plus de coaching aussi, tout bêtement. Ça a permis peut-être qu'Adrien Rabiot, sans la pause fraîcheur, il n'est pas sorti à la mi-temps par Didier Deschamps face à l'Espagne. Donc, mine de rien, ça a eu une incidence sur le jeu. Et le fait que maintenant que les États-Unis ont organisé cette Coupe du Monde et que, a priori, le football devrait s'en éloigner pour quelque temps, j'espère que la FIFA ne va pas se dire que c'était une bonne idée absolument à garder. J'ai ma petite idée, parce que je crois qu'ils se sont félicités des bilans financiers des pauses fraîcheurs notamment. Donc c'est possible que ce soit quelque chose d'institué à l'avenir, mais je ne l'espère pas. On sait que l'UEFA ne va pas suivre, parce que de toute façon, ils sont en guerre contre la FIFA. Et heureusement d'ailleurs. Le principe de dire, non, puisqu'ils l'ont fait, c'est pas bien. Et là, pour le coup, ils ont raison. Mais c'est vrai qu'on peut... En fait, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que 2030, l'objectif, ce sera de faire encore plus de pognon qu'en 2026. Donc, il faudra trouver quelque chose. Je ne serais pas étonné qu'on retrouve les pauses fraîcheurs, parce que Espagne, Portugal, Maroc, notamment en été, je pense qu'il y aura une bonne excuse pour les faire jouer ainsi.